Thierry, toi, tu as écrit un livre à propos du gel hydroalcoolique. Il existait auparavant ou le médecin dont tu as suivi les pas a vraiment inventé quelque chose à zéro? Comment il a Alors, démarré cette invention? Comment a démarré cette invention? en fait, Didier n'a pas inventé le gel hydroalcoolique. Le premier gel hydroalcoolique commercialisé, c'est 1965. D'accord? D'accord. Donc, c'est Bod, le labo allemand, qui l'a sorti. Et en fait, on a découvert que l'alcool était un antiseptique et tuait les bactéries. Et puis après, les bactéries, on a découvert que ça tuait l'alcool en 1904. Donc, c'est pas si vieux que ça. Et les bactéries, et pour les virus, on a compris dans les années 50, 60 que ça tue aussi les virus. Certains virus, pas tous les virus en revanche. Donc ça c'est une chose. Ce que Didier a découvert de fondamental, c'est que dans les hôpitaux, par exemple, dans les soins intensifs, là où on a le plus besoin de se désinfecter, parce que si on infecte quelqu'un qui est très faible, on peut le tuer, il s'est rendu compte qu'il fallait se laver les mains 20 fois par heure en moyenne. Alors voilà, parce que Thierry, là tu es au cœur du truc. C'est que je t'ai vu ces derniers jours poster des billets sur se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique. Ça a été aussi conçu parce que on peut pas forcément se passer les mains sous l'eau pendant 2 minutes 20 fois dans la journée, c'est ça? Non, c'est pas 20 fois dans la journée. Pour les soignants, c'est 20 fois par heure. Donc, Ah ouais. s'ils ne veulent pas transmettre des maladies nosocomiales, en gros, quand ils sont vraiment au contact des patients, c'est 20 fois par heure. Donc, tu fais 20 fois 2 minutes, tu vois, ça fait 40 minutes, il reste 20 minutes pour soigner, ça ne marche pas. Et en plus, ça veut dire en changeant de chambre, en sortant du couloir, en Exactement. allant au bureau et En tout, fait, quoi. ça, c'est encore Didier qui l'a démontré. Il a démontré donc qu'il n'y avait pas le temps et qu'ils avaient 5 occasions thérapeutiques de se laver les mains. C'est avant de rentrer, ça s'appelle les 5 moments de l'hygiène des mains. En gros, c'est avant de rentrer dans l'environnement, d'approcher d'un patient, après l'avoir touché. Dès que tu fais un geste qu'ils appellent aseptique, tu touches un pansement, tu mets un cathéter, etc., il faut se laver avant, après. Donc, si on prend toutes ces occasions, c'est énorme en fait, le nombre de fois où ils doivent se laver les mains. Et puis l'eau courante, dans les chambres, il faudrait qu'ils aillent au lavabo de la chambre, la poignée serait déjà infectée, donc c'est pas possible. En fait, ça marche, dans le cadre hospitalier, ce qu'on a fait jusqu'en 1995, ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'il y avait 18% de maladies nosocomiales. Alors oui, revenons dans l'histoire. On a découvert que l'alcool était un antiseptique contre les bactéries et certains virus, Ouais. mais le constat, c'est que dans certains pays ou en Europe, comment il s'appelle? Didier Pité, il s'appelle? Ouais. 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 Il fait, il entend ce constat-là et il se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il Oui, se voilà. pose la question. Lui, c'est simple. Une fois c'est en 95, il fait le constat qu'on n'a pas le temps. Donc, c'est lui qui découvre qu'on n'a pas le temps, alors que ça fait 100 ans qu'on dit qu'il faut faire ça, tu vois. Donc, c'est une méthode. Tout le monde disait faites ça, mais en fait, ça ne marchait pas. Personne ne le faisait. Dans les faits, personne ne le faisait. Tout le monde sait depuis Semmelweis au milieu du 19e qu'il faut se laver les mains, mais en fait, personne ne le faisait vraiment. On le faisait de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc, Didier dit mais comment on fait pour que ça aille plus vite? Et il sait que l'alcool est un antiseptique. Donc, et qui sèche très vite. C'est ça l'intérêt de l'alcool, c'est que c'est un antiseptique qui sèche très vite. Donc, en 30 secondes, il tue absolument quasiment toutes les bactéries et la plus grande partie des virus qui traînent. Alors, Notamment, Didier Pité, à ce moment-là, il fait quoi? Il est où? Pourquoi il se penche il sur est, la question? il est au CHU de Genève et il est infectiologue en fait et épidémiologiste. Et donc, une fois qu'il comprend ça, ils vont créer le gel. Ils vont créer un nouveau gel, parce donc je vous ai dit qu'il y a des gels qui existaient, mais ils n'étaient pas utilisés, personne ne les utilisait. Hein. Et ils vont créer un nouveau produit de zéro, parce qu'ils vont chercher à faire un truc qui est hyper pratique, qui sèche vite, qui a des avantages. C'est comme ça qu'ils arrivent à la formule gélifiée qu'on utilise aujourd'hui. Voilà. Mais dis-moi, il n'y a personne qui prenait un flacon d'alcool et qui s'en barbouillait les mains et qui passait à la Non. suite. En théorie, il y avait déjà, mais ils utilisaient ça uniquement dans les labos, des choses comme ça. C'était pas auprès des patients, jamais personne ne le faisait. Donc, D'accord. Alors, Didier Pité, il se penche sur le truc, il formule quelque chose qui tient à peu près la route ou alors il tâtonne. en Comment fait, ça se passe? non, là, c'est le hasard. C'est que il se trouve que dans la pharmacie des HUG, il y a William Griffiths,
qui travaille sur ce genre de solution depuis une vingtaine d'années. C'est sa passion, en gros. Ah ouais. Donc, c'est le hasard complet. Le gars l'expert mondial sur ce genre de produit antiseptique, il se trouve qu'il est dans la pharmacie de l'hôpital, mais Didier ne le connaît pas au départ. Donc, quand il a l'idée d'utiliser l'alcool, il descend en bas à la pharmacie, il dit voici l'idée que j'ai. Et William lui dit mais oui, c'est super simple, regarde, j'ai déjà mis au point ça. Donc, excellent. Voilà, donc ça c'est le hasard. Les solutions qu'on utilise aujourd'hui, c'est William qui les a créées, c'est pas Didier. Didier, il a compris qu'on avait besoin d'un truc comme ça, et c'est William qui les a mis au point. Et à partir de là, le plus compliqué, c'était pas. Ils se sont rendus compte que quand ils sont contentés de mettre des flacons un peu partout dans l'hôpital, à Genève, personne ne l'utilisait. Donc il y a eu toute une campagne de sensibilisation, de communication qui a été assez complexe pour réussir à faire changer en une année le comportement des soignants. Alors là, tu parles de l'hôpital, le HUG, l'hôpital universitaire de Genève. Mais ouais, parce que ma question, c'est ça, c'est changer les pratiques et tester l'innocuité ou l'efficacité. Exactement. Donc, pendant un an, ils ont fait des tests. Et au bout d'un an, ils se sont rendus compte qu'ils avaient divisé par 2 les maladies nosocomiales. Donc, à Genève. Hein, et qu'ils avaient divisé par 2 la mortalité associée. Donc, en gros, les maladies nosocomiales, en tout cas à cette époque-là, à Genève, c'était 18% des gens étaient infectés. Donc, ça veut dire qu'ils attrapaient une maladie qu'ils n'avaient pas rentré à l'hôpital. 18% des patients étaient infectés et 1% des infectés décédés à cause de ces infections. Donc, ça fait beaucoup de morts. Et on a calculé, quand j'ai écrit le bouquin avec Didier, que au début des années 2000, il y avait 16 millions de personnes qui décédaient à cause des infections nosocomiales dans le monde. Donc voilà. Donc ça s'est passé, ça c'est 96 à Genève. Et à partir de 2000, quand Didier publie ses travaux, bon après à partir de 2000, Didier publie ses travaux dans le Lancet. Et d'un seul coup, voilà, ça explose de partout, tout le monde va les utiliser. Et lui-même va passer sa vie à faire la promotion. Ça fait 20 ans qu'il parcourt le monde pour expliquer pourquoi il faut utiliser ces trucs-là. Mais alors, Thierry, là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est un peu analogue, les tests. Alors là, tu nous donnes des chiffres, mais il a dû se heurter à des résistances. Comment est-ce qu'il a pu convaincre ses semblables? Parce que j'ai l'impression, c'est une impression, mais que c'est souvent les médecins qui trimballent. Les maladies nosocomiales, elles sont véhiculées par les médecins, quoi. Surtout les chefs de service, tout ça, ils s'en foutent des microbes. Exactement. Exactement. Très vite, on a les études qu'ils faisaient pour mesurer. Ils se sont rendus compte que les infirmiers ont bien suivi les précautions, mais les pires, c'était les médecins. Et plus ils étaient gradés, plus ils étaient monstrueusement dégueulasses. Donc ça a été constaté. Et en fait, les méthodes de café, c'est un peu comme pour la ceinture de sécurité ou la vitesse sur les routes. Didier, ils ont fait des campagnes de communication avec des affiches partout qui rappelaient le problème, avec des posters qui montraient que les médecins étaient des tueurs. Ça a été assez dur, les campagnes de communication qu'ils ont fait à l'hôpital. Ils ont accusé les autres médecins d'être des tueurs. Et ils ont fait des mesures régulières pour savoir le taux d'infection qu'il y avait. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que plus les gens utilisaient les solutions, moins il y avait d'infections, donc moins il y avait de morts. Et peu à peu, les mentalités ont changé, quoi. Les gens se sont rendus compte que c'était efficace sur le terrain, pratiquement. C'est comme ça que ça s'est fait, que ça s'est imposé doucement. Comment ça s'est propagé de Genève aux autres hôpitaux? C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les CHU en France ou d'autres structures hospitalières, à quel moment ils ont entendu parler des travaux et de la formulation de Pittet, du HUG, et comment ça s'est propagé dans le monde? En fait, donc l'article dans la même année, Didier publie 2 articles dans le Lancet. Le Lancet, à médecine, c'est la revue, c'est le Graal. Quand tu publies dans le Graal, ça veut dire que tu es nobélisable, en gros, pratiquement. Et donc, l'article de Didier est paru en 2000 dans le Lancet, le premier, parce qu'après, il y en a eu des dizaines d'autres. Et le premier, à partir de là, tous les scientifiques qui travaillent sur la prévention des infections ont commencé à savoir. Donc, il y a des gars du monde entier qui ont commencé à visiter le service de Didier pour voir comme il faisait à Genève et qui sont retournés partout aux États-Unis, en Australie, partout, pour appliquer dans leur pays ce qu'il faisait à Genève. Et Didier a commencé à voyager dans tous ces pays pour leur expliquer, pour voir s'ils faisaient les choses bien. Et le premier pays qui a bougé, c'est l'Angleterre. L'Angleterre a demandé à Didier de venir les aider à faire une campagne nationale pour la prévention de l'hygiène des mains.
Voilà. C'est pour ça que Didier a été anobli par la reine d'Angleterre après. Donc, Thierry, cette campagne nationale, elle visait les médecins et les pratiques médicales ou elle bien sûr, bien sûr. C'était pas la communauté, c'était vraiment dans les hôpitaux parce que ça a été mis au point pour lutter contre les maladies nosocomiales au départ. Donc c'était dans les hôpitaux, c'est là qu'il y avait le problème parce que dans la vie de tous les jours, en temps normal, il n'y a pas des infections qui circulent en permanence. Il faut voir que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, en fait, comme on est dans une pandémie, les règles qui s'appliquent d'habitude à l'hôpital s'appliquent à nous tous en ce moment. Et ouais, mais dis-moi, dans certains pays d'Afrique qui sont touchés par certaines maladies, le gel hydroalcoolique est très répandu. Ben, en fait, il est répandu, oui et non. Le problème, c'est que c'est l'approvisionnement. Donc, c'est pour ça que Didier s'est rendu compte en 2005 que ça leur coûtait très cher en Afrique d'avoir du gel. Et c'est à partir de là qu'il a libéré la formule, qu'il a rendue publique, qu'il a donnée. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont créé la fameuse formule OMS pour que tout le monde puisse le fabriquer localement. Et ouais, parce que vient quand même la question, je connais la réponse, mais de te dire Didier Pittet, il a pu gagner plein d'argent avec ce truc, quoi. Le Graal, il peut être financier dans ces cas-là aussi. Ouais, mais bon, quoi, comme tu connais la réponse, Didier, il a donné en fait. Donc, il a pas breveté, tout a été donné. Donc, Didier, il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné et son hôpital n'a rien gagné non plus. William n'a rien gagné. Ils ont tout donné, comme certains médecins l'ont fait pour le vaccin sur la polio, etc. Il y a quelques mecs qui sont altruistes. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin au départ, parce qu'il a donné dans la logique de l'open source en informatique. Il a donné, ils ont donné le truc, parce que le but c'était de sauver des vies, donc de ne pas perdre du temps avec des brevets, s'emmerder avec ça. Il fallait que n'importe qui soit capable de fabriquer de la solution. C'est complètement fou. C'est pas très casse-pied de donner quelque chose. Si tu le brevettes pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut passer derrière et tout ça. Enfin, il y a des gens qui ont essayé. Il y a des gens qui ont essayé. Oui, même une fois que la page Wikipédia a été postée, il y a des gens qui ont cherché à breveter, pas le gel, parce que l'alcool, on ne peut pas breveter l'alcool, mais qui ont cherché à breveter l'approche qu'il a appelée multimodale, Didier, justement pour que les gens changent de comportement. Ils ont voulu breveter ça pour en faire un truc marketing. Mais bon, c'était ridicule, c'était déjà publié partout, tu ne pouvais pas breveter un truc qui avait été donné. Mais il y a des gens qui ont essayé quand même, il y a des requins, il y en a partout. Hein. Ouais, c'est affreux. Alors, dis-moi, tu l'as rencontré comment? Comment tu t'es retrouvé à écrire sur Didier Pittet, son invention et tout ça? Parce que ça, c'est ma première question. Et puis, c'est un livre qui s'est bien vendu. Pour toi, c'est quoi cette histoire? Alors, comment j'ai rencontré Didier? C'est une copine hein, qui l'a rencontré. Et en sortant du rendez-vous, elle m'a appelé, elle m'a dit, il est génial, ce gars, il faut que tu le rencontres, il faut que tu écrives sur lui. C'est elle qui m'a dit ça. Ah ouais. Donc, 2 semaines après, je suis allé à Genève, j'ai rencontré Didier. Et puis après, on est devenus potes, quoi. Mais bon, je l'ai rencontré, il m'a raconté son truc. Et quand j'ai compris tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait donné, je me suis dit, mais c'est exactement ce que moi je prône par ailleurs dans le domaine culturel, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai mis un pas. Je me suis retrouvé embrigadé là-dedans, à raconter ça. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Pas grand-chose, en fait, parce que j'ai donné mes droits sur mon bouquin aussi. Donc moi, j'ai pas beaucoup gagné non plus. Donc voilà, j'ai pas gagné, mais en fait j'ai gagné, j'ai rencontré des gens superbes et voilà, j'ai gagné humainement énormément et je continue parce que là j'écris la suite du bouquin en ce moment et c'est pour ça aussi que je suis au cœur de ces histoires à coronavirus depuis avant que les gens en parlent parce que j'étais à Genève quand ça a commencé, j'ai assisté à toutes les discussions. Et voilà, j'ai plongé là-dedans. Voilà, du coup, dans l'histoire du coronavirus, ça me fait avoir un regard un peu particulier sur ce qui se passe en ce moment. Eh ouais, je comprends. Dis-moi, est-ce que par rapport au mouvement qu'il y a, alors on parle de la chloroquine, on parle de tout un tas de trucs, est-ce que le fait d'entreprendre quelque chose d'altruiste et gratuit accélère les choses, par exemple, ou ça change rien du tout? Non, je pense que si tu arrives à démontrer que ta solution elle marche vraiment, c'est ça le problème. Hein. Ça va accélérer parce qu'il n'y a pas de brevet. N'importe qui va pouvoir faire le produit, le dupliquer, le propager. C'est pour ça que l'OMS a une liste des médicaments essentiels. Oui. Quand tu réussis à mettre un produit dans cette liste des médicaments essentiels, voilà, après, c'est quelque chose qui fait partie du bien commun de l'humanité. Donc, à partir de là, oui, ça accélère, bien sûr. C'est l'histoire d'Internet.
Tu t'es un peu fâché là ces derniers jours en disant oui, lavez-vous les mains, c'est bien, mais il y a le gel hydroalcoolique. C'est quoi que tu voulais faire passer comme message? Ben, en fait, pourquoi le gouvernement il a pris cette mesure de confinement? Je n'ai pas l'habitude de parler, je suis déjà. Ouais, ça te fait du bien. Et il a pris cette mesure de confinement. Le seul but, c'est d'étaler la charge des hôpitaux. Hein. Donc, après avoir constaté que les hôpitaux ne tiendraient pas le coup, donc notre système de santé était moribond, partout dans le monde, on utilise la seule méthode qui nous reste, c'est de dire ben, ne sortez plus, ne tombez pas malade. Et en fait, si on avait tous été formés, si plutôt que de nous interdire, on nous expliquait les mesures justement de prévention des infections, la distanciation sociale, etc., on pourrait pratiquement continuer de vivre comme avant. Hein. Parce que si dans les hôpitaux, ils ne savaient pas se débrouiller, ils fermeraient les hôpitaux. Ils sont dans la situation de la pandémie que nous, on vit à l'échelle de la société, c'est tous les jours comme ça à l'hôpital. Donc, s'ils n'avaient pas appris à gérer ça, ben, il n'y aurait pas d'hôpitaux, c'est pas plus compliqué. Donc, plutôt que de nous dire, on vous explique comment on fait, respectez les règles, et puis vous pouvez continuer à sortir. Ben, sur le vélo, j'ai hurlé, parce que quand tu fais du vélo tout seul, franchement, tu vas infecter personne. En footing, c'est pareil. Donc, on nous a tout interdit et jamais on nous a expliqué ce qu'il fallait faire. On nous a dit, ouais, tenez-vous à distance, mais on ne nous a pas vraiment expliqué pourquoi, on ne nous a pas expliqué dans le détail. Donc, ouais, mais tu vois, moi je pense que c'est même pire que ça, parce que là on nous partage beaucoup une histoire d'un médecin qui est décédé parce qu'il est venu aider ses copains là, je sais pas quoi. Il est urgentiste, il est venu et donc il est décédé et donc apparemment ils tombent comme des mouches, les soignants aussi, et que en fait la transmission serait plus importante même à l'hôpital. Et pourtant donc tu dis qu'ils ont les gestes et tout machin. Mais en fait ça veut pas à l'hôpital. La vérité est terrible. J'en parle tous les jours avec Didier en ce moment. C'est que aujourd'hui à Genève, le taux de maladie nosocomiale c'est 4%. Donc, il y a 20 ans, c'était 18%. Ils ont tombé à 4%. Mais c'est à Genève, au CHU de Genève. Est-ce qu'on connaît les taux de maladie nosocomiale dans nos hôpitaux en France? C'est pas compliqué. On les mesure presque jamais. Aux États-Unis, ils ne les mesurent absolument pas. Parce que si tu trouves que quelqu'un est mort d'une maladie nosocomiale, tu es bon pour avoir un procès qui coûte des millions. Donc, aux États-Unis, le taux de maladie nosocomiale aujourd'hui est de 0%. Ils ont réglé le problème en ne le mesurant plus. La vérité, c'est que les maladies nosocomiales, elles tuent des millions de personnes, et sûrement une dizaine de millions chaque année, donc bien plus que le coronavirus ne tuera, mais personne n'en parle. Et donc, les médecins, et moi je relève des médecins qui ont dit des trucs dans ces derniers mois, des trucs horribles, en disant que ça ne servait à rien, le gel hydroalcoolique, que ça ne marchait pas, ils ont que des fake news, mais c'est des médecins qui les propagent, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'utilisent pas les méthodes. L'OMS dit 1,5 million de personnes. Dans quel pays? Non, mais les estimations, l'OMS, pourquoi? Pour les maladies nosocomiales? Ouais, 1,5 million. Ouais, mais ça, c'est bidon comme estimation. C'est assez bidon parce que le problème, c'est que c'est très difficile de savoir combien il y en a. Nous, quand on a fait les études avec Didier, il y a très peu d'études sourcées là-dessus. Et quand on essaye de généraliser les études, ça monte beaucoup plus haut parce que le problème, c'est que c'est difficile à mesurer parce que quand tu as quelqu'un qui a un cancer qui est vraiment pas bien, qui va prendre une bactérie que tu lui as donnée et qu'il n'aurait jamais dû avoir, en général, l'OMS, hein, typiquement, dans ses statistiques, suppose qu'il est mort du cancer et pas de l'infection. Donc, c'est assez difficile, à mesurer. Donc, bon, peu importe. En tout cas, c'est des millions. Et comme c'est pas vraiment mesuré, on peut pas vraiment savoir le détail. Ouais. Alors, juste Thierry, d'ailleurs, tu tiens à jour quotidiennement un tableau du nombre de personnes touchées et mortes du coronavirus. Ouais. Mais ces stats reposent sur ce qu'on a. On ne mesure pas le nombre de cas. J'essaye de... Il y a des modèles pour essayer d'estimer le nombre de cas réels. Moi, celui que j'ai utilisé, qui ne me paraît pas débile, c'est de supposer on suppose une mortalité. Le pays qui a fait le plus de mesures, c'est la Corée du Sud aujourd'hui. Et ils sont arrivés à 0,86% de mortalité entre les cas observés et les morts.
Donc, et on sait qu'il faut 17 jours pour qu'une personne, entre le jour de l'infection et la mort, en moyenne, survienne. Donc, quand on a X morts un jour donné, on peut supposer que 17 jours avant, on peut déduire. Je peux poser une question sur ton tableau, là? Ouais. Une personne vieille qui était déjà sur la fin et qui meurt du corona, elle est classée dans corona ou dans autre? Parce que c'est un peu le même cas que le sida, finalement. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Aujourd'hui, je pense qu'il déclare coronavirus tous les gens qui meurent avec le virus en France. Ouais, donc si tu as chopé une grippe, une pneumonie et que tu es vieux, tu es victime du corona alors que tu n'as peut-être pas le corona. Oui, si, non, parce qu'ils te testent. Pour déclarer un cas corona, ils testent même post-mortem en France. En tout cas, à l'hôpital, hein, pas les gens qui meurent. Ils testent que post-mortem en France. Parce que la Corée teste, Taïwan teste. Non. En France, on fait 4000 tests par jour aujourd'hui. On n'a pas 4000 morts par jour. Donc, on ne teste pas que post-mortem. On ne teste pas assez, mais parce qu'on ne peut pas tester plus, en fait. Donc, ils n'ont pas moyen de tester plus. Ils n'ont pas les moyens de tester plus. Mais ça a été un choix. C'est un choix politique parce que d'autres pays. Ils ne se donnent pas les moyens. Oui, non, le problème qu'il y a, alors moi je vous dis les sources que j'ai, hein. Les sources que j'ai, c'est Didier, il me dit que pour lui en Suisse, il ne peut pas tester plus que ceux qui ne. Et c'est pareil en France, il me dit, pour tester, il faut un réactif, et ils ont un stock de ce réactif hyper limité. Aujourd'hui, d'accord, ça ne veut pas dire que demain on n'en aura pas plus, et aujourd'hui on ne peut pas tester plus que ce qu'on teste. Et pourquoi Raoult, lui, il teste en masse, là, il ouvre tous les tests, parce que lui, il a déjà ses stocks, c'est ça? Il utilise. Parce que lui, c'est un labo de recherche, il a du stock, il a du réactif, donc il teste à fond. Mais ce qu'il fait, lui, on ne peut pas le généraliser à l'ensemble du pays. Et si on regarde ses tests, il semble qu'il a des faux positifs et des faux négatifs à tour de bras, Raoult. Donc, même dans l'étude qu'il a publiée. Donc, ça veut dire qu'en plus, le test n'est pas forcément fiable. Donc, pour qu'il soit fiable, il faudrait retester, etc. C'est compliqué, quoi. Donc, on n'a pas la mesure industrielle, entre guillemets, de tester tout le monde, malheureusement. Le truc, c'est ça, quoi. Tous les épidémiologistes, ils vous diront que si on pouvait tester tous les Français, on le ferait, ce serait génial. Le problème, il serait réglé, quoi. Ce que je trouve très intéressant dans l'histoire que tu nous racontes, Thierry, que tu as raconté dans ton livre, c'est qu'en fait, on va toujours chercher des choses compliquées alors que des gestes simples et des pratiques simples et peu coûteuses donnent des résultats qui sont extraordinaires. Moi, c'est ça surtout que je retiens comme idée. Et je trouve que c'est une vraie piste de réflexion parce qu'on cherche toujours des trucs très compliqués ou très longs. Ouais, non, c'est vrai. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le gel hydroalcoolique parce que ça leur paraît complètement contre-intuitif qu'un truc en 30 secondes réussisse à tuer les bactéries, etc. Ils n'y croient pas. Ils reviennent toujours au savon. Ils disent oui, mais le savon, ça marche. Oui, ça marche le savon. Il faut juste plus de 2 minutes sous l'eau courante. Il faut de l'eau courante à disposition, plus de 2 minutes. Et ça marche très bien le savon. La différence entre les deux, c'est que le savon, ça permet de décrocher les virus et les bactéries qu'on a sous la main et de les évacuer. Alors que le gel, ça les tue carrément, ça les flingue. Donc les deux marchent, mais on voit que ce n'est pas dans la même temporalité. Et quand tu es dans le métro, l'eau et le savon, ça ne marche pas, quoi. Donc ça ne marche pas souvent, l'eau et le savon. À la maison. Tu as cette sensation-là que les gens aujourd'hui critiquent le gel hydroalcoolique? Moi qui suis en première ligne, je peux te dire que c'est en permanence. Je me suis disputé ce matin avec un mec qui disait que les bactéries résistaient au gel hydroalcoolique. Je ne sais pas s'il y a un truc au monde qui n'est pas critiqué, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais que ça soit critiqué, c'est vachement bien de critiquer des trucs. Mais quand les gens propagent des mauvaises nouvelles, ça ne sert à rien. Surtout qu'en l'occurrence, aujourd'hui, il n'y a aucune hésitation. Le gel hydroalcoolique, de l'alcool à 60%, ça suffit pour flinguer le coronavirus. D'accord? Donc, si tu as 60% d'alcool, 40% d'eau, ça suffit pour flinguer le coronavirus. Ça, on en est sûr et certain. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête, quoi. Voilà. Ouais, et j'ai vu, il y a quelqu'un qui parle, je n'entends pas. Ouais. Je vous laisse, je regrette, je suis obligé de vous le laisser. J'espère revenir dans 10 minutes, peut-être. Bis. Merci. Merci, Thierry. Super. Ouais, ciao. Salut. Ouais, Didier.
Il n'y a plus personne. Ouais, je vais devoir vous laisser aussi. De toute façon, c'était la temporalité qu'on s'était donnée. C'était assez intéressant d'avoir ces retours-là. Je vous laisse aussi. Pardon. Hein. Salut, à la prochaine. Streaming is on. Et Thierry? Ouais, je suis revenu là. Est-ce que tu as des données sur l'impact du gel hydroalcoolique dans les sociétés justement où il n'y a pas d'eau courante? En fait, c'est encore plus phénoménal l'importance là-bas parce qu'ils ont souvent jusqu'à 40% de maladies nosocomiales là-bas. Donc, c'est dramatique. Donc, en Afrique, Didier passe sa vie à être en Afrique pour les aider. Et ça a permis, par exemple, lors de la crise d'Ebola, d'éviter d'avoir du choléra, des choses comme ça en même temps. Donc, c'est énormément utilisé sur le terrain dans les pays pauvres. Donc, je n'ai pas en tête les chiffres. Là, je suis en train d'écrire un second bouquin sur le sujet. Je n'ai pas encore traité du problème de l'Afrique parce que j'arrive pas à parce que tout le monde est trop débordé en ce moment. Tu as entendu ma réponse? Oui, je t'ai entendu. Voilà, donc non, ça marche bien. Les gens, plus les pays sont pauvres, plus ils en ont besoin en fait. Parce que pour eux, il n'y a pas d'autre choix en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Parce que moi, je reviens d'Asie là. J'ai passé 11 mois en Asie. Ouais. Et dans tous les shops, dans tous les petits restos, dans tous les endroits où tu t'arrêtes, dans tous les boui-boui en Asie du Sud-Est, ils ont toujours une bouteille d'hydroalcoolique à disposition en fait. Ouais. Et un lavabo avec de l'eau et du savon. Ouais. Et c'est vrai que quand tu regardes les comportements, il y a beaucoup de touristes, les occidentaux, qui vont vers le robinet d'eau et de savon, alors que les locaux, ils vont tous sur l'hydro, quoi. Ouais, parce qu'ils je crois que la communication a mieux passé là-bas. D'ailleurs, on va se rendre compte qu'on va avoir moins de cas chez nous ils vont avoir moins de cas que nous parce qu'ils se protègent mieux. Le problème de l'eau et du savon, c'est qu'il faut plus de 2 minutes pour que ça marche. Et qui c'est qui se lave les mains au savon pendant 2 minutes? C'est lui l'inventeur du gel, quoi. Donc, c'est hyper le stress en ce moment au niveau planétaire. Vraiment le stress pour tous les mecs comme lui, là, c'est horrible. Donc, en ce moment, les médias ont réussi à créer une forme de psychose. Hein. Les gens ont peur, mais pas pour la bonne raison, en fait. Exactement, ouais. Et j'espère que ça va pas dégénérer parce que là, il y a de la haine, tu vois, qui monte de partout. Les gens qui s'insultent sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Mais je sens que d'abord, il y a les gens qui se battent contre ceux qui, soi-disant, ne respectent pas le confinement. Ensuite, il y a ceux qui sont convaincus qu'ils font mieux que les autres, alors qu'eux aussi ont des gestes au quotidien qui sont dangereux. Ouais. Moi, j'ai l'impression que, moi, je vis ça comme ça. Après, je sais pas comment vivent les gens au quotidien, mais moi, je vis ça comme si on avait l'opportunité d'un seul coup de tous prendre le temps, de se mettre au ralenti et de regarder ce qui va pas, quoi. Ouais. Mais comme on a choisi la voie autoritaire pour régler ce problème, plutôt que de... À Hong Kong, ils sont auto-confinés. C'est les gens qui ont compris que c'était nécessaire. Et du coup, chacun a pris la décision en fait, de le faire.
Et c'est vachement plus efficace que quand on te dit faites-le et sans t'expliquer vraiment pourquoi, quoi. Donc, ni t'expliquer les gestes. Et surtout, faites-le. Et quand on te demande de te balader avec un papier que tu vas donner aux flics, qui vont prendre dans leurs mains, qui vont infecter, qui vont te rendre. Tu vois, il y a des milliers, il y a des dizaines de décisions qui ont été prises et qui sont, d'un point de vue épidémiologique, absurdes. Ouais, bah j'en parlais avec mon épouse ce matin. Nous, on vient de rentrer en France, on est hébergé à côté de chez mes beaux-parents. Ça fait 3 ans que je suis sur les routes avec mon épouse et mes enfants. Et donc, on a dû rentrer parce que bon, ça devenait invivable avec le véhicule. Toutes les frontières étaient fermées, c'était impossible de passer les frontières. Donc, on se retrouve hébergé à côté de chez mes beaux-parents. Et c'est rigolo parce que il s'estime confiné. Par contre, tous les matins, il va chercher son pain et son journal. Voilà, mais ça, c'est une grosse bêtise, quoi. Voilà, mais bon. Et du coup, je me dis, mais si tout le monde fait comme ça, en fait, les gens ne prennent pas conscience qu'à la boulangerie, tu peux le choper et le facteur qui continue à passer avec le courrier. Ouais. Si vraiment tu veux mettre en place un confinement national, même la Poste doit arrêter, quoi. Mais oui. Stop. Ah non, la Poste, elle peut continuer. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que le virus, il vit sur du papier. Donc, oui, si le facteur, il est porteur, avec ou sans symptômes, potentiellement toute sa rue est porteur. Oui, mais il faut savoir que bon, on peut mettre moi, ce que je fais personnellement, c'est facile à régler ce problème-là. La Poste, à mon avis, peut continuer. Quand tu prends un courrier, tu vas le chercher dans ta boîte aux lettres. Hein, tu le poses chez toi quelque part sans l'ouvrir. Hein, tu vas te désinfecter les mains ou te laver les mains au savon. Et tu attends 24 heures avant d'aller ouvrir ce courrier. Et là, tu risques rien parce que d'ici là, le virus sera mort s'il y a du virus sur le. Donc, pour le courrier, d'accord, mais tu fais comment pour les gens qui reçoivent, comme mon beau-père, le journal tous les matins et qui l'ouvrent? Le journal, eh bien, tu l'ouvres pas. Hein. Ouais, c'est ça. Tu l'ouvres pas parce que tu l'ouvres le lendemain ou le soir à la limite, mais pas de suite. Donc là, c'est déconné. Elle a acheté son pain, je dirais pas. Si c'était Ebola, ça serait suicidaire. Tu vois, là, c'est juste le coronavirus. À 70 ans, ça l'est presque aussi pour le corona. Et oui, voilà. Et s'il a 70 ans, c'est dangereux pour lui. Donc il faut pas l'acheter le pain. Moi, ma mère, je l'ai confinée une semaine avant le confinement officiel. Et j'y ai dit, le pain, c'est moi qui te le fais. Et je prends toutes les précautions pour te l'amener. Et tu attends avant de manger le pain que je t'amène. Tu vois? Donc, tu ne vas surtout pas aller acheter du pain au boulanger, quoi, parce que le boulanger, il n'y connaît rien à l'infectiologie. D'abord, il ne connaît rien. Et puis, voilà, c'est sur le comptoir, tous les gens qui balancent leurs pièces, il y a le précédent ou le suivant qui sont infectés. Tu croises quelqu'un, même si tu mets 1 mètre, quand bien même tu mets 1 mètre et que tu attends à l'extérieur, entre le client d'avant et le client d'après qui touche le même comptoir, la même baguette. Enfin, bref, oui, bien sûr, c'est n'importe quoi. Puis, il suffit que la personne qui sert soit infectée pour qu'elle infecte tout le monde, que le mec qui fait le pétrin derrière soit infecté pour qu'il infecte tout le monde. Donc ça, c'est déconné. Là, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas demandé aux boulangeries d'arrêter. Mais ça, c'est surréaliste. Hein, ouais. Tu fermes les restaurants, mais tu ne fermes pas les boulangeries. Mais attends, une boulangerie, c'est exactement pareil qu'un restaurant, en fait. Bah ouais, mais t'es français, donc tu touches pas ni au pain ni au pinard. Ouais, voilà, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que moi je suis un peu furieux parce qu'on nous ordonne de ne pas faire du vélo et puis on laisse faire des gens des trucs qui sont 1000 fois plus dangereux. Mais c'est même pas 1000 fois plus dangereux. Il y a rien. En faisant du vélo, je ne risque absolument rien, sauf si j'ai un accident. Ok. Mais la probabilité que j'ai un accident, elle est aussi forte que quelqu'un ait un accident à acheter son pain, tu vois. Ouais, donc voilà. Le problème, c'est qu'ils ont. Je pense qu'ils ont. Enfin, j'essaye de voir le point positif. Je pense qu'ils ont essayé de faire une gestion de la masse. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est plutôt que. En confinant les gens et en demandant à avoir une autorisation pour sortir, ils passent le message. C'est vraiment dangereux. Faut que vous fassiez gaffe, quoi. Ouais. Mais je pense qu'ils n'ont pas été assez loin. Je pense qu'il faut. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Dans 10 jours, Emmanuel, il va nous refaire un discours en disant ça n'a pas suffi, on va remettre 15 jours, mais sauf qu'il va mettre d'autres règles en place. Oui, mais ça, c'est une certitude. Alors que s'il avait pris les bonnes décisions que des mecs comme Pité là, savent très bien lesquelles il faut prendre,
on n'en serait pas là. Il fallait les prendre tout de suite. Et il fallait quand il a décidé, même si c'était déjà tard, il fallait prendre les bonnes, tu vois. Pas faire n'importe quoi. Donc, on est d'accord que les bonnes, c'est un confinement total avec un couvre-feu et un vrai maintien de l'activité uniquement pour les notions prioritaires. La vraie méthode, c'est le respect de la distanciation sociale, c'est ça. Donc, soit les gens sont capables, sont intelligents pour le faire, et on leur laisse certaines libertés en leur permettant s'ils respectent ça, soit on se rend compte, et c'est ce dont on se rend compte, qu'ils sont incapables de respecter la distance sociale, et dans ce cas-là, il faut durcir. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, moi j'ai toujours été partisan d'expliquer, de dire on respecte la distance sociale, et puis on peut avoir un confinement intelligent, hein, parce qu'il faut quand même se confiner. Ouais. Mais là c'est fini. Là, c'est trop tard pour qu'on ait un confinement intelligent. Donc, il ne nous reste plus qu'un confinement à la con, quoi. Ouais. Malheureusement. T'es en Suisse, là, toi? Non, je suis à 7. Parce que j'ai des amis qui sont un peu partout sur la planète, et quand je regarde les attitudes des différents pays, je m'aperçois que, en fait, il n'y a aucun dirigeant qui sait prendre le problème comme il faut, quoi. C'est comme si tous les dirigeants politiques aujourd'hui avaient peur de prendre des décisions pour lutter contre le virus qui soit stoppent leur activité économique, ouais. Soit, tu vois, ils ont plus peur de l'arrêt économique que de l'épidémie. Ben oui, parce que l'économie a été prioritisée depuis 50 ans. Donc voilà, tu ne vas pas les faire changer de programme du jour au lendemain, quoi. Donc ça, c'est comme ça. Bon, il faut que j'y aille. Je vois que ça sonne de partout, moi. Ouais, je vais aller voir sur ton flux Facebook. J'imagine que tu fais la pub de ton livre. Je vais aller voir. Ouais, mais le livre, tu peux le télécharger gratuitement. Il est gratuit, hein, ce livre-là. Donc, tu vas sur mon blog, tcruze.com, tu verras ce que j'ai écrit ces derniers jours, là. Mais j'écris tous les jours, en somme. Ouais, moi aussi. Ouais. Donc voilà. Bon, mais heureux d'avoir discuté avec vous. C'était sympa. À l'occasion. Ciao. Ciao, Thierry.